Bonjour à tous, je m'appelle Alex Moriani et je suis ancien élève à Lyon. J'étais élève de Monsieur Caldero et aujourd'hui je vais vous parler un petit peu de dessin d'enfant. Je vais vous présenter un petit peu la théorie. Donc on va parler de surface de Riemann. Alors rapidement, pour vous donner l'idée de ce que c'est qu'une surface de Riemann, je vais parler que de surface de Riemann compacte, d'accord? Donc en général, vous pouvez imaginer un tore avec G trous. Okay, donc là, il y en a deux. Et la particularité pour être une surface de Riemann, il faut qu'au voisinage de chaque point, je puisse qu'il y ait un homéomorphisme sur un ouvert de C. D'accord? Donc de façon, on appelle ça une carte, de façon à ce qu'on puisse faire des calculs, quoi. Parce que dans les ouverts de C, voilà, on sait faire des calculs. Et de façon à ce que si deux cartes se chevauchent, donc là, j'ai une deuxième carte, elle se chevauche sur ce petit ouvert là, ça va être un petit morceau de mes cartes, et ben je demande à ce que la transformation, donc le recollement des cartes, soit un biholomorphisme. Donc ça, je veux que ce soit un biholomorphisme. Voilà, donc ça résume assez bien ce que c'est qu'une surface de Riemann. Donc ici elle est compacte. Voilà, surface de Riemann. Donc, ce qui est important, c'est que comment on sait si une fonction définie sur cette surface est holomorphe ou méromorphe ou a certaines propriétés. Donc elle peut aller de cette surface dans une autre surface de Riemann, ou elle peut être définie que localement, mais on dira qu'elle est holomorphe si, quand on la compose avec une carte, alors l'application que j'obtiens de cet ouvert dans mon ensemble à la fin est holomorphe. D'accord? Parce que si on a une application d'un ouvert de C dans un ouvert de C, bon, on sait ce que c'est qu'être holomorphe, c'est pas compliqué. Mais dans une surface définie de façon abstraite, c'est compliqué. Voilà. Donc un petit exemple. Si je prends une fonction qui est définie sur ma surface, donc je vais l'appeler ma surface, je vais l'appeler S. D'accord? F, elle est définie de S, disons dans C, dans un ouvert de C. D'accord? Pour qu'elle soit holomorphe, je le rappelle, donc il faut que pour chaque point de ma surface, il existe un voisinage, 9V de X pour les voisinages de X, d'accord, et qui soit une carte, donc je ne vais peut-être pas tout écrire, mais et un homéomorphisme de U dans un ouvert de C, d'accord, tel que dans cet ouvert, si vous voulez, on peut considérer maintenant cet ouvert juste comme un ouvert de C, puisque la carte c'est exactement ça, c'est considérer mon petit ouvert là comme un ouvert de C, et tel que F sur cet ouvert, donc du coup vu que c'est un ouvert de C, et F devient une fonction de Z, si vous voulez, de la variable complexe, s'écrivent comme, comme une série entière, convergente, que ce soit une fonction holomorphe, quoi, c'est tout. Voilà. Et on va pouvoir définir un truc particulier qui va nous intéresser, c'est l'ordre d'une fonction en un point. Donc je vais expliquer ça là rapidement. Donc là, j'écris ma fonction. Donc là, c'est centré. Là, ma série entière, elle est centrée en 0, d'accord? Mon voisinage de X, généralement, on représente les cartes, on les centre au point considéré, c'est-à-dire que notre ouvert de C, on va lui demander à ce que, si au centre de la carte, il y a un point, au centre de notre ouvert de C, il y a 0, et on développe notre fonction autour de 0, pour le point qui nous intéresse, quoi. Et donc là, elle est développée autour de 0 dans mon ouvert de la carte, d'accord? Et c'est autour de X, c'est le point X qui nous intéresse. Et alors, pour définir l'ordre de X pour cette fonction, je vais dire que l'ordre de F en X, c'est le plus petit des entiers tel que AN, donc le coefficient de ma série entière là, soit non nul.
D'accord? Et à partir de ça, je vais pouvoir réécrire, en transformant ma carte, je vais pouvoir réécrire ma fonction dans une forme très agréable. Donc je vais le faire tout de suite. Donc f, je l'ai écrit somme des ANZN. D'accord? Donc A0 n'est pas nécessairement nul parce que f, elle a une valeur en x. D'accord? Elle prend une valeur en x qui n'est pas nécessairement 0. On pourrait se ramener à 0 juste en faisant moins cette valeur. Donc c'est un peu ce qu'on va faire ici, parce qu'on considère la série entière qu'à partir de 1. D'accord? Je factorise cette série entière par... donc je vais lui donner un nom, je vais l'appeler n0, cet entier là, qui est l'ordre de f en x. Je factorise par z puissance n0. D'accord? Ok. Donc là, j'ai toujours une série entière convergente. Donc elle représente une fonction holomorphe définie sur ce même voisinage de ma surface. Je vais l'appeler G, holomorphe. La petite erreur, en fait, du coup, c'est n supérieur ou égal à n0, puisqu'on s'est décalé de n0 rang. Et alors, si on prend G de 0, c'est exactement A n0, ok, et c'est différent de 0. D'accord? Donc, on a une fonction holomorphe qui ne s'annule pas. Donc, quitte à restreindre encore un petit peu l'ouvert sur lequel je travaille, je vais pouvoir trouver une racine dm de g, n'importe quelle racine que je veux de g, holomorphe. D'accord? Donc, je vais définir h comme étant la racine n0ième de g. D'accord? Donc, c'est une détermination holomorphe de la racine n0ième de g. Et maintenant, donc, je fais encore une dernière notation. Je dis que phi de z, c'est z fois h de z. D'accord? Donc, il s'avère que j'ai écrit donc, ma fonction là, somme des nzn, ici. Elle va s'écrire phi de z puissance n0. D'accord? C'est ça. Phi de z, c'est z h de z, z puissance n0, et h de z, si je le mets à la puissance n0, ça me fait g, donc je retrouve bien ma série entière de départ. Et donc ce qui est la particularité, c'est que ce phi là, ça va être un biholomorphisme. Pourquoi? Parce que quand je dérive, phi prime, donc ça va être un biholomorphisme au voisinage de 0, d'accord? Phi prime de 0, ça fait, donc c'est la règle de la différenciation du produit, donc ça fait 0 fois h' de z plus 1 fois h de 0, ça va juste faire h de 0, et h de 0, on l'a vu, c'est la racine n0ième de a n0, c'est un peu des notations, c'est non nul. Donc voilà, donc phi est un biholomorphisme, et en fait, appliquer phi, ça fait comme si je changeais de carte. Voilà, je regardais mon application dans une autre carte, donc quand je vois phi de z, j'ai qu'à y noter w, quoi, et c'est une autre variable complexe, quoi. On a transformé par un biholomorphisme mon ouvert de C en un autre, et donc, ma fonction, ce qu'il faut retenir, c'est que je peux l'écrire sur un ouvert comme étant z associe, ou plutôt w, on dit qu'on a changé, w associe w puissance n0, d'accord? Au voisinage de x. Voilà la particularité. Alors, si on est en un point où ce n0, donc x, tel que le n correspondant à x, n0 est supérieur à 1, on va appeler x un point de ramification, donc, définition. Si x est tel que l'entier, son ordre qui lui correspond par rapport à ma fonction est supérieur à 1, alors x est un point de ramification de ma fonction f, d'accord? Et la valeur que x prend en ce point, y f de x, est une valeur de ramification.
Ce qui est important avec les surfaces de Riemann, c'est de bien comprendre que pour vérifier les définitions, on a besoin que de les vérifier, pour vérifier des propriétés, pardon, on a besoin de les vérifier localement, donc dans des cartes, où on sait travailler bien sûr, parce que c'est des ouverts de C. Et alors dans ces cartes, on va avoir des situations particulières pour les fonctions holomorphes. Alors comment on sait si un point est une valeur de ramification ou pas? Puisque notre application elle peut s'écrire comme ça, et bien une chose toute simple que l'on peut faire, c'est qu'on la dérive. On regarde f', je la regarde en x, d'accord? Et alors, donc dans la carte, ça va être, donc si je dérive là, f', ça va être n0 fois w puissance n0 moins 1, d'accord? Donc, soit n0 est égal à 1, bon, soit n0 peut être égal à 0, dans le cas où la fonction elle est constante, mais alors elle est constante de partout et ça ne nous intéresse pas. Enfin, ça peut intéresser qui veut s'intéresser aux fonctions constantes. Soit elle n'est pas constante, d'accord? Donc n0 est plus grand que 1. Si n0 est égal à 1, alors la dérivée ne va pas s'annuler. D'accord? Parce que si n0 est égal à 1, bon, bah, ça me fait juste 1, la dérivée. Si n0 est différent de 1, alors dans ce cas-là, la dérivée, elle s'annule. D'accord? f de x égale 0. f' de x égale 0, ça implique que x est un point de ramification. D'accord? Donc, on en arrive à une petite propriété particulière des points de ramification, qui est que, donc si f, donc sur ma surface de Riemann, dans C, est holomorphe non constante, hop, alors elle a un nombre fini de points de ramification. Voilà. Pourquoi? Parce que si elle n'est pas constante, alors sa dérivée, c'est une fonction qui est toujours holomorphe, mais qui n'est pas nulle. D'accord? Et donc, ces zéros, ils sont isolés, par le principe des zéros isolés. Et donc, si on a un ensemble qui est discret sur un compact, bah, ça fait juste un ensemble fini. Donc, si elle est holomorphe non constante, alors elle a un nombre fini de points de ramification. Je vais peut-être juste faire un petit dessin pour expliquer pourquoi on appelle ça un point de ramification. C'est-à-dire juste montrer, il faut juste réfléchir à ce que fait l'application z associe z puissance n, la mise à la puissance n, donc au voisinage de 0. C'est juste comme si on prenait le disque, qu'on le coupait sur le côté et qu'on venait l'enrouler n fois autour de lui-même. Donc ça nous fait un espèce de dessin comme ça. Voilà. Et en 0, il a la particularité qu'en 0, il y a un seul point au-dessus de 0, mais partout autour, il y a le bon nombre de points au-dessus de 0. Donc ici, j'ai représenté z associe z3, d'accord? Au-dessus d'un point qui n'est pas 0, j'ai bien 3 antécédents. J'ai bien 3 racines troisièmes d'un point, racine cubique, pardon, qui n'est pas 0. Voilà. Et donc, on retrouve bien le fait que les points de ramification ils sont isolés. Au voisinage d'un point de ramification, tous les autres sont des points de non-ramification. Si je regarde au voisinage juste de lui, bah, j'ai juste un voisinage qui s'envoie sur le même, quoi, si vous voulez. Ça ne ramifie pas, c'est z associe z. Voilà pour les ramifications. On a vu ce que c'était qu'une fonction holomorphe de cette surface à valeur dans C. Et maintenant, on peut regarder une fonction. Qu'est-ce que va être une fonction méromorphe? Une fonction méromorphe, f de S dans C, méromorphe. C'est exactement la même chose que si c'est une fonction à valeur dans la sphère de Riemann. Donc je vais expliquer tout de suite ce que c'est, qui est juste holomorphe. Alors la sphère de Riemann, qu'est-ce que c'est? Bon, c'est juste la sphère, d'accord, vue comme surface de Riemann, c'est-à-dire que
si on fait la projection stéréographique par le pôle nord, vous avez sûrement déjà dû voir ça. Hop, on fait la projection stéréographique, donc ça nous fait une grande carte de la sphère, où le seul point qui nous manque, c'est juste l'infini sur le plan. Donc la sphère de Riemann, c'est rien d'autre que, on prend le plan complexe, donc c'est C, avec un point à l'infini, d'accord? C'est ça qu'il faut retenir. La sphère, c'est C union un point à l'infini, et avec une structure de surface de Riemann dessus, d'accord? Comme on a fait la projection à partir du pôle nord, on peut faire la projection à partir du pôle sud pour cette fois avoir une carte qui nous renseigne sur ce point-là. Voilà. C'est tout, mais il n'y a rien de plus compliqué. Une fonction méromorphe, c'est une fonction qui a valeur dans la sphère et qui est holomorphe pour la structure de surface de Riemann qui est sur la sphère. Voilà. Alors, donc, si je prends une fonction méromorphe, donc je vais noter ça comme ça, f, une fonction méromorphe sur S, la même démonstration que j'ai donnée tout à l'heure montre qu'elle n'a qu'un nombre fini de points de ramification. Nombre fini de points de ramification. D'accord? Elle devient ce qu'on appelle un revêtement ramifié de la sphère, c'est-à-dire que au voisinage d'un point quelconque, c'est comme Z associe Z, d'accord? Un petit voisinage du point, on associe le même voisinage si on veut, et de temps en temps, il y a des points de ramification, des points où il y a comme plusieurs feuilles qui se rejoignent et qui viennent se pincer en un seul point. Donc voilà, c'est un revêtement ramifié de la sphère au-dessus de n points. Et ceux qui vont nous intéresser particulièrement, ce sont les revêtements ramifiés de la sphère au-dessus de n points. Donc du coup, pardon, quand n est inférieur ou égal à 3. Voilà. Ce qui va nous intéresser, c'est les revêtements de la sphère où on ramifie au-dessus de seulement 3 points, au plus 3 points. Alors je vais maintenant définir les dessins d'enfants. Et puis ensuite, on reviendra, on regardera ces dessins d'un point de vue analytique. Mais pour l'instant, ça va juste être un graphe particulier dessiné sur une surface. Donc, un dessin d'enfant est la donnée de... Alors d'abord, une surface, je vais l'appeler X. Une surface compacte, orientable. Donc c'est un tore à G-trou sans structure particulière de surface de Riemann dessus, d'accord? C'est juste une surface topologique, un tore avec G-trou. Donc on est sûr que c'est un tore à G-trou parce qu'elle est orientable. Voilà, surface compacte orientable. Et ensuite, un graphe dessiné sur cette surface. Donc le graphe, je le représente par des ensembles, donc j'ai x0 compris dans x1 compris dans x, donc ça c'est des sous-ensembles de x, tels que x0 c'est un ensemble fini, ce sont les sommets du graphe, ok. x1, je veux qu'il soit tel que si je lui enlève x0, x1 privé de x0 doit être réunion disjointe finie d'arêtes, donc de segments. Donc c'est-à-dire, ce seront les arêtes. Donc je veux que ce soit une réunion disjointe finie de parties, de sous-ensemble de x qui soit homéomorphe à 0,1. D'accord? Homéomorphe à 0,1 ouvert parce qu'on a enlevé les sommets. D'accord? C'est juste ce qu'on attend d'un graphe. Hein. Une propriété particulière que j'attends donc pour les dessins d'enfants, c'est que ma surface en entière, si je lui enlève tout le graphe, donc le dessin d'enfant, je veux que ce qui reste, ce soit une réunion disjointe finie, encore une fois,
deux disques. D'accord? Donc, je dirais certaines fois que ce sont les faces de mon dessin. Quand j'enlève le graphe à la surface, il doit me rester que des disques. Donc, encore une fois, ça veut dire c'est pas vraiment des disques, c'est des parties qui sont homéomorphes à des disques. Homéo à des disques. Au disque ouvert, sans 0 de rayon 1. Ok? Et la particularité supplémentaire d'un dessin d'enfant, c'est que les sommets admettent ce qu'on appelle une structure bipartite. Je vais écrire ici. X0 admet une structure bipartite. Qu'est-ce que c'est une structure bipartite? C'est juste une coloration, je vais l'appeler C, en deux couleurs. Donc j'ai qu'à dire en noir et en blanc. D'accord? Je colorie chacun de mes sommets de telle façon à ce que, si, comment je vais les appeler mes sommets? X et X' sont deux sommets reliés par une arête, alors C de X est différent de C de X'. Voilà, ça veut juste dire, les sommets de mon graphe sont coloriés en blanc et en noir. Si deux sommets sont reliés par une arête, alors ils sont de couleurs différentes. Tout de suite des exemples de dessin. Par exemple sur la sphère. Donc sur la sphère, je peux dessiner le dessin le plus simple. Voilà, je fais un sommet noir, un sommet blanc, je les relie par un trait. D'accord? Oui, donc là j'ai dessiné l'équateur, mais il ne fait pas partie du graphe du dessin. Peut-être un autre dessin. Voilà. Voilà, on peut faire des dessins loufoques. Voilà. Ça nous dit peut-être pourquoi ils ont appelé ça les dessins d'enfants, parce que ça ressemble à des petits bonhommes. Voilà, donc là c'est le dessin que j'ai fait sur la sphère, mais bien sûr, on s'intéresse à toutes les surfaces de Riemann compact, donc pas forcément en genre 0, mais avec un genre plus grand. Et là, il va juste falloir faire attention à ce que notre graphe, à la fin, il faut que si on enlève le graphe, il nous reste des disques. Donc là, par exemple, ce n'est pas un dessin d'enfant, puisque si j'enlève le graphe, il me reste, par exemple, cette partie-là, j'ai un trou dedans. Ce n'est pas un disque. Un disque, il n'y a pas de trou dedans. Donc voilà, il faut juste que je fasse attention à ça. Hop. Voilà. Là maintenant, ça ne doit pas encore en être un. Il faut que j'ai mis ça. Voilà. Voilà. Et là maintenant, ça c'est bien un dessin d'enfant. Donc voilà, pour vous donner l'idée de ce à quoi ça ressemble un dessin d'enfant. Et donc, ces dessins d'enfants, ils correspondent à des structures analytiques de surface de Riemann et d'applications méromorphes sur ma surface. On arrête? Pause, ouais. Alors attention, alors on arrête. Ok.